Nagata Sakiko est née le 10 février 1951 à Tokyo dans le quartier de Koenji, de parents issus de la vieille aristocratie japonaise désargentée qui ne conservait de son luxe passé que des maisons délabrées, des friches et un certain art de vivre. Numéro 3 des 4 filles issues de l'union d'un commandant de marine impériale et d'une étudiante en pharmacie, elle grandira dans une grande maison pleine de courants d'air, de livres et d'alcool, son père, blessé à la tête lors des derniers affrontements avec l'armée américaine, ayant sombré dans la dépression et l'alcoolisme. Il en mourra d'ailleurs alors que Sakiko n'avait que 11 ans. Sa mère, employée dans une clinique du quartier, travaillera dur pour nourrir et élever ses 4 filles et conserver le patrimoine familial ancestral, sans pouvoir cependant offrir des études à toutes alors. Des choix furent faits et seuls les 2 aînés purent aller à l'université, Sakiko et sa petite sœur se contentant d'un diplôme professionnel de dactylo, comme c'était souvent le cas pour les jeunes filles de cette époque, avec l'espoir d'un beau mariage. La famille auréolée d'un titre prestigieux et d'une lignée directe et sans tache depuis des siècles n'avait besoin que d'une chose pour briller à nouveau, de l'argent. Et l'argent, c'était les commerçants et les industriels qui l'avaient, alors oubliant certains principes inhérents aux aristocrates du monde entier, Madame Nagata promit ses filles à des marchands de draps, des limonadiers ou des minotiers. Si les grandes sœurs occupées à étudier le droit et la médecine purent avoir un sursis, Sakiko et sa cadette se retrouvèrent contraintes de plier l'échine et en 1969, à l'âge de 18 ans, elle dut convoler en juste noces avec un homme de 57 ans propriétaire d'une minoterie industrielle, veuf et fortuné qui venait se faire soigner dans la clinique où travaillait la maman et avait remarqué la grande beauté de sa fille. L'affaire était entendue depuis que Sakiko avait 15 ans et les marieurs n'attendaient que les 18 ans de la malheureuse pour sceller cette union. Certes, les mariages arrangés avaient presque disparu de la société japonaise à la fin des années 60, mais ils avaient toujours cours dans certains milieux, notamment aristocratiques. La pauvre jeune fille épousa donc son vieil industriel, s'installa avec lui dans sa propriété de Ginza et vécut un temps la vie de jeune mariée sans conviction. D'après les notes de Asano, elle tombera dans une profonde dépression et tentera même de mettre fin à ses jours après quelques semaines de vie commune. En 1971, le riche mari, malade du cœur, mais désireux de faire des enfants à sa jeune épouse, qui n'était toujours pas enceinte malgré ses visites quotidiennes, la fit voir par un charlatan qui lui fit boire un large éventail de potions et de tisanes, mais la jeune Sakiko ne tombait toujours pas enceinte. En décembre 1972, l'homme fit valoir un point de droit conjugal et annulait le mariage sans indemnité pour union stérile, puis il répudia la malheureuse qui se retrouva quelque temps chez sa mère avant de trouver un emploi de secrétaire dans son quartier de naissance, Koenji, et un petit appartement en colocation avec une amie de sa mère, femme de ménage et vieille fille. Dégoûtée par cette expérience matrimoniale catastrophique, elle se concentra sur son travail et profita de la vie, sortant de temps à autre boire un verre avec ses amis et préparant son avenir en solo vacciné de la vie à deux. Mais une fois de plus, jeune, jolie et pleine de vie, les hommes de son entourage lui firent comprendre que rester seul était un véritable gâchis, et les propositions tombèrent de tous côtés, surtout de celui de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, mais Sakiko ne lâcha rien. Un dimanche de janvier 1973, alors qu'elle se promenait dans un parc de Koenji, un homme étrange et au faciès inoubliable lui fit des avances plus qu'appuyées et tenta de l'embrasser de force. Elle en parla à sa meilleure amie, mais pas à la police. Le lendemain, l'homme la suivit à nouveau et alors qu'elle accélérait le pas et croyait l'avoir semé, il fit irruption dans l'entrée de son immeuble, le pantalon sur les genoux et se collant à elle. Elle réussit à s'en débarrasser en lui mettant un coup de genou et en hurlant au secours.
Le 2 février 1973, lors d'une petite soirée entre collègues, un jeune homme du service comptabilité de son entreprise, qui lui avait déjà signifié son intérêt plusieurs fois, se montra plus qu'entreprenant et proposa de la raccompagner chez elle. Un peu ivre et effrayée à l'idée que l'homme étrange ne revienne à l'assaut, elle accepta. Le garçon marcha avec elle jusqu'à la porte de son appartement et insista pour entrer boire un dernier verre. Elle refusa, prétextant qu'elle vivait avec quelqu'un, et l'homme se rua sur elle pour tenter de l'embrasser de force, lui imposant des attouchements sans ménagement avant qu'elle ne réussisse à se défaire de son étreinte. Il la frappera au visage avant qu'elle ne réussisse à ouvrir la porte et à rentrer chez elle. Le lendemain, elle signala cette agression au poste de police et parla également de l'homme qui l'a harcelée dans la rue, donnant son signalement assez facile à décrire. Un homme grand, d'une trentaine d'années, maigre et avec une dentition de castor. Le collègue de travail fut interpellé 2 jours plus tard à son domicile, interrogé puis remis en liberté avec un avertissement. Le 13 février, Sakiko rentra chez elle, un peu plus tard que d'habitude, retenue au travail comme souvent. Vers 22h, elle téléphona à sa colocataire pour lui dire qu'elle rentrerait d'ici 1 heure et qu'une amie la raccompagnerait. Elle partit du bureau vers 22h10 et marcha jusqu'à son immeuble avec sa meilleure amie et collègue de travail qui prit congé devant les escaliers. Il était 22h50. Vers 23h45, quelqu'un frappa à la porte de façon insistante et l'amie de Sakiko, une femme de 67 ans, vint ouvrir, affolée. À peine la porte ouverte, elle reçut un violent coup de barre de fer dans la tête et tomba raide dans l'entrée. L'homme se précipita à l'intérieur et trouva Sakiko dans la salle de bain. Il lui asséna plusieurs coups de poing et la maîtrisa avant de la ligoter avec des câbles de frein de vélo. Il la viola et lui fit subir des tortures génitales avec des objets trouvés dans l'appartement, dont une statuette en bois retrouvée dans le rectum de la victime post-mortem. Une fois son horrible forfait accompli, il étrangla sa victime avec un câble métallique et fuma des cigarettes dont il disposa les mégots en ligne sur la table de la cuisine. Peu après minuit, il vida une bouteille d'essence sur les corps des 2 femmes et y mit le feu, puis quitta les lieux. Très vite, les pompiers furent prévenus par les voisins et l'incendie fut maîtrisé, avant de s'étendre dans le quartier. Les 2 corps furent retrouvés, partiellement carbonisés, et la police fit ses habituels relevés, trouvant quelques empreintes partielles, mais aussi du liquide séminal sur une jambe de Sakiko. Le collègue de bureau agresseur fut interpellé suite au témoignage des amis de la victime, mais son alibi l'innocenta très vite. L'homme qui l'avait agressé à plusieurs reprises fut recherché et identifié par la police comme un cambrioleur, violeur, voleur à la tire et exhibitionniste un peu simple d'esprit et souvent interpellé par leurs soins pour de menus larcins, mais ils ne réussirent pas à mettre le grappin dessus. Comme pour les affaires précédentes, le dossier fut posé en haut d'une pile et n'avança pas, une actualité en chassant une autre, et le nom de la mort de Nagata Sakiko fut oublié. 首なし女性焼死体事件は今年1月同じ足立区内で発生した。死体は焼かれた後、首だけがノコギリのようなもので切断され持ち去られたと見られている。Takahashi Haru est né le 15 mai 1944 à Matsudo dans la préfecture de Chiba, banlieue est de Tokyo, sous son nom de jeune fille, Ogata. Fille de la guerre, son père sera tué lors des dernières semaines de combat, et sa mère élèvera seule ses 3 filles du mieux qu'elle pourra, travaillant dans une usine de pièces détachées agricoles d'abord, puis dans une école primaire comme femme de ménage et cantinière. Haru et ses sœurs iront à l'école primaire publique et feront le collège dans leur ville avant d'apprendre un métier dans l'une des innombrables écoles professionnelles qui fleurissaient au Japon après-guerre et de commencer à travailler. Haru apprendra la cuisine et sera embauchée dès l'âge de 16 ans dans un petit restaurant de Matsudo. Elle vivra encore 2 années avec sa mère et ses sœurs avant de prendre mari en 1962, épousant l'un des clients du restaurant et représentant d'une marque de vaisselle qui fournissait l'établissement. Le couple s'installera non loin de la maison familiale des Ogata et très vite un premier enfant naîtra de cette union. Haru arrêtera son métier pour s'occuper de son fils et son mari redoublera d'activités pour nourrir sa famille, sur la route 5 ou 6 jours par semaine et ignorant les vacances. Les enfants naîtront à un rythme régulier et bientôt Haru se retrouvera mère de 5 enfants à 28 ans.
D'une nature enthousiaste et joviale, malgré les tâches ménagères interminables et les enfants dont elle devait s'occuper seule, elle trouvera tout de même le temps de s'occuper de différentes associations de quartier et fera partie des groupes de parents d'élèves. Dynamique, sportive et avec peu de temps pour faire du lard, elle retrouvera la ligne malgré ses 5 grossesses et sera vite remarquée par les hommes du quartier et les pères de famille des écoles de ses enfants. L'absence quasi permanente du mari laissera vite à penser que Haru était veuve ou mère célibataire, et les propositions malhonnêtes ne tarderont pas à fuser. Fidèle à ses principes et à son mari, elle repoussera tous les prétendants et se consacrera à ses enfants et à leur éducation. Peu de temps avant ses 30 ans, la mère au foyer remarquera un individu suspect et à l'allure inquiétante rôder autour des maisons du voisinage, et plus inquiétant, près des parcs où jouaient les enfants. Lorsqu'elle le signalera au petit poste de police local, le planton lui dira être au courant et tenir le lascar à l'œil. Quelques jours plus tard, une voisine le trouvera dans sa salle à manger en train de débrancher la télévision pour l'emporter avec lui, mais il aura le temps de fuir avant que la police arrive. La malheureuse remarquera la disparition de plusieurs sous-vêtements à elle dans ses placards. Le 2 juin, alors que Haru allait au marché pour acheter de quoi nourrir sa petite famille, l'individu sus évoqué, grand, maigre, aux yeux fous et aux dents de castor, refit son apparition et la suivit pendant un long moment. Arrivée à la hauteur d'un poste de police, elle le signala à l'officier de garde, mais l'homme avait disparu. Le policier lui affirma qu'ils étaient à sa recherche depuis des semaines, mais que le bougre était insaisissable. Dans les jours qui suivirent, elle l'aperçut à nouveau au coin de sa rue, puis, plus inquiétant, à la fenêtre de sa salle de bain en train de l'observer pendant qu'elle prenait son bain. Un nouveau signalement fut fait, la police plaça des affiches pour mettre les femmes du quartier en garde, tentant à nouveau de mettre la main sur le rôdeur. Le 25 juin, Haru devait avoir une grosse journée. 2 de ses fils se préparaient pour une course à pied entre école et son mari, dont c'était l'anniversaire, devait rentrer dans la soirée. Elle savait qu'elle n'aurait pas une minute à elle et avait donc planifié sa journée comme celle d'un ministre. Elle devait préparer les tenues de sport, préparer les déjeuners pour tout le petit monde, des rafraîchissements pour les enfants de l'école, faire les courses pour le dîner, le retour de son mari, aller chez le coiffeur et récupérer les enfants, les faire manger, les coucher et se préparer pour accueillir son époux. Elle partit donc de bon matin, accompagner ses enfants les plus jeunes à l'école et revint chez elle pour chercher les grands afin de les conduire à la compétition sportive. Vers 8h45, elle les déposa près du gymnase, donna les glacières à un professeur et discuta un moment avant de filer vers le supermarché situé à 3 rues de là, de l'autre côté d'un vaste chantier de construction entouré de palissades de bois et de grillages. Vers 9h30, alors qu'elle marchait vers le commerce, elle s'arrêta un moment pour fumer une cigarette en cachette, son mari lui interdisant de fumer, cela faisant mauvais effet devant les voisines, se mettant un peu en retrait de la route cachée par un panneau. Soudain, elle ressentit une violente douleur à la tête et perdit connaissance. Elle se réveillera quelques minutes plus tard, nue et attachée à des fers à béton par des câbles de frein de vélo en acier. L'individu la violera à plusieurs reprises et pratiquera sur elle des insertions d'outils de chantier et de fer à béton, fumant des cigarettes pendant qu'elle essayait de hurler sous son bâillon. La torture durera toute la journée et la soirée, et à minuit, l'homme lui passera un câble métallique autour du cou et l'étranglera à mort. Comme pour les autres victimes, il versera de l'essence sur son corps et y mettra le feu avant de disparaître. Pour des raisons diverses, le corps ne brûlera pas longtemps et le feu s'éteindra vite, ne faisant pas assez de fumée pour alerter la population. Le soir, le mari et les enfants attendirent Haru en vain et une alerte pour disparition inquiétante fut lancée. Son signalement fut donné au poste de police et les patrouilles inspectèrent les parcs et les gares. L'officier en charge de l'enquête interrogea les familles et le voisinage et commença à orienter ses investigations vers une fugue amoureuse ou un départ volontaire à cause de la charge de travail. Les différents signalements concernant l'individu suspect furent bien pris en compte dans les rapports de police, mais là aussi, le détective décidera que cet homme connu pour des petits cambriolages, des vols, des atteintes aux bonnes mœurs et des dégradations ne pouvait pas être impliqué dans une disparition. Alors on continua, fouiller un petit peu, puis un petit peu moins, et fin juillet, plus du tout.
C'est le 10 août, soit 46 jours plus tard, que le corps de Takahashi Haru sera retrouvé par des ouvriers venus poursuivre les travaux. Du liquide séminal et du sang seront retrouvés sur place et analysés, mais la dégradation des fluides ne permit jamais une identification précise, peut-être du groupe O, peut-être A. Mais pour la première fois, ce nouveau meurtre fut associé au précédent et les éléments récurrents y furent consignés. 布団に包んだと思われる死体を犯人はどのようにして現場の空き地まで運んだのか。当初から疑問視されてきたが、これまでの調べから死体を運ぶのに使われたのはリヤカーであることが明らかになった。 Miyata Sanae est née le 30 avril 1955 à Matsudo dans la préfecture de Chiba. Deuxième fille d'un couple ordinaire de la banlieue proche de Tokyo dont le père, trop jeune, n'avait pas eu l'honneur de mourir à la guerre, ni même d'y perdre un membre. Elle grandira avec des parents équilibrés, simples et aimants, papa, employé d'une banque de crédit coopératif, et maman, femme au foyer. Enfant au sein de ce que l'histoire retiendra comme le miracle économique japonais, elle connaîtra une enfance heureuse et prospère, goûtant à la société des loisirs et vivant dans un bel appartement équipé de tout le confort moderne. Débrouillarde, sportive et très tôt très indépendante, elle ne montrera pas un amour immodéré pour les études et fera comme beaucoup de filles de sa génération, à savoir rejoindre une école de secrétariat après le collège pour trouver un travail au plus vite et quitter la maison parentale. Sa grande sœur Hitomi, plus sage et plus studieuse, finira le lycée et entrera en fac de droit. Elle décrira sa cadette comme une fille rayonnante et active, en mouvement perpétuel mais cachant un secret lourd à porter surtout à cette époque et dans ce pays, celui de son attirance pour les personnes du même sexe. Jouant sur son image de garçon manqué et de sportive accomplie, elle traversa sa scolarité sans souci, repoussant les avances des garçons au titre de son plus grand intérêt pour la compétition que pour la romance, puis, comme beaucoup de personnes dans son cas, s'inventa une idylle avec un mystérieux garçon fantôme, élève dans un autre lycée. En 1972, à 18 ans, elle obtint son diplôme et fut embauchée à la banque où travaillait son père, la Shinkin Bank, où elle travailla comme secrétaire. Elle aménagera dans un petit studio bon marché, proche de la maison de ses parents, malgré les injonctions de ces derniers à rester un peu pour faire des économies. Enfin seule et indépendante, elle fit en sorte de faire son travail avec sérieux pour grappiller des heures supplémentaires et des primes et améliorer son ordinaire. Mince, athlétique et jolie, elle aussi ne tardera pas à se faire bombarder de propositions plus ou moins honnêtes de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, les rejetant toutes poliment mais fermement en invoquant cette fameuse relation avec un mystérieux garçon et même des fiançailles. Au début de l'année 1973, suite à un reportage à charge sur la télévision nationale, elle apprit qu'il existait, dans le quartier du Kabukicho et de Shinokobo, des bars cachés et des clubs de rencontres réservés aux filles qui aiment les filles, et elle s'y risqua un soir, puis un autre et un autre encore, avant d'y trouver sa place et de s'y sentir à son aise. Au début du mois de juin 1974, elle y rencontra une autre jeune femme aussi timide qu'elle, et les deux commencèrent à se fréquenter, se donnant rendez-vous dans le même bar, buvant et parlant ensemble, et bien vite, tombant amoureuses. En parallèle, l'un de ses collègues de travail, un homme de 40 ans fraîchement divorcé, lui faisait quotidiennement des avances plus qu'insistantes et l'invitait à dîner et à boire avec lui chaque jour de la semaine, invitation qu'elle refusait à tous les coups. Autre sujet de préoccupation pour elle, cet homme étrange qu'elle croisait parfois poussant son vieux vélo hors d'âge et qui lui faisait des gestes obscènes et la suivait. À cause de lui, elle était obligée de tourner en rond avant de rentrer chez elle pour éviter qu'il ne repère son adresse. À 2 reprises, elle avait même dû dormir à l'hôtel car l'homme ne l'avait pas lâchée pendant plus d'1 heure et refusait de cesser sa filature. Elle n'osait pas porter plainte de peur que sa fréquentation de bars interdits ne soit découverte par la police et n'en parlera bien sûr pas à ses amis ni à sa famille. Le 29 juin, le collègue pénible, à force d'insistance et carte d'identité à la main pour preuve, l'invita à son anniversaire.
Pour s'en débarrasser, elle accepta et le retrouva dans un izakaya du quartier. Ils mangèrent et burent avec plusieurs autres employés de la banque et lorsqu'il s'agit de rentrer, l'homme insista pour la raccompagner, Sanae ayant, l'alcool aidant, évoqué ce drôle de type qui l'avait suivi. Bien entendu, à peine le coin de la rue passé, il se montra plus insistant encore et tenta de l'embrasser de force en l'attrapant par les épaules. Elle essaya de se défaire de son emprise, mais l'homme la poussa dans une ruelle sombre et la fit tomber au sol, essayant de lui arracher sa jupe d'une main et la bâillonnant de l'autre. Vigoureuse et sportive, elle réussit à lui asséner un coup de pied dans le dos lorsque l'homme relâcha un peu son étreinte pour déboutonner son pantalon. Elle partit à toutes jambes et rentra chez elle. Le lendemain, elle en parla à sa petite amie lors d'un de leurs rendez-vous secrets et cette dernière lui conseilla de ne pas porter plainte, par peur de perdre son emploi et peut-être de déclencher une enquête qui pourrait conduire à un coming-out forcé. Au bureau, elle fit comme si de rien n'était et évita juste le regard de son agresseur, baissant la tête et fuyant les conversations. Le 3 juillet, elle quitta son travail, comme presque tous les jours, vers 20h, et prit le train pour aller voir sa petite amie à Tokyo. Elles passèrent un moment à discuter dans un café de Katsushika, puis Sanae prit le train de 23h pour rentrer chez elle. Elle arriva à sa station vers 23h40 et marcha en direction de son appartement, longeant les terrains vagues et les chantiers de construction de cette ville en plein essor. Alors qu'elle passait près d'une palissade métallique abritant le chantier d'un grand immeuble d'habitation, quelqu'un l'attrapa par le bras violemment et la fit chuter. Elle n'eut même pas le temps de relever la tête qu'elle reçut d'un violent coup de pied dans le ventre qui lui coupa le souffle. L'homme la traîna sur le chantier de construction et l'attacha à des fers à béton à l'aide de câbles de frein de vélo. Il la viola et lui cassa les côtes à coups de marteau avant de l'étrangler à mort à l'aide d'un câble d'acier. Comme pour les meurtres précédents, il vida une bouteille d'essence à briquet sur son corps et y mit le feu, puis partit. Là encore, la combustion ne dura pas et il n'y eut pas beaucoup de fumée pour alerter les voisins, mais à cette heure de la nuit qu'il aurait remarqué. Le lendemain et les jours suivants, elle ne vint pas au bureau et une collègue finit par avertir ses parents qui en parlèrent à la police. Une disparition inquiétante fut lancée le 7 juillet et la police interrogea les familles, les voisins et les collègues de Sanae. Un avis de recherche fut lancé et les patrouilles la cherchèrent dans les environs, parcs, gares et cafés, sans succès. Là encore, l'hypothèse d'une fugue amoureuse ou d'un départ volontaire fut évoquée par la police et la famille. C'est un ouvrier qui découvrit son corps le 8 août et donna l'alerte. Là aussi, les enquêteurs retrouvèrent du liquide séminal et un peu de sang sur le corps de la victime et purent en extraire le groupe sanguin, O en l'occurrence, mais aucune empreinte exploitable. La police rapprocha ce meurtre des précédents et la brigade criminelle de la police métropolitaine prit la suite des brigades locales. Le corps de Takahashi Haru sera retrouvé 2 jours plus tard à 200 mètres de celui de Sanae. L'homme étrange, qui l'avait suivi à plusieurs reprises, fut interpellé par la police et placé en garde à vue pour exhibitionnisme devant une jeune fille de 16 ans et interrogé sur ses activités dans le quartier. Il restera quelques jours au frais et sera relâché, faute de preuves. さらに事件は意外な方向に発展した。今年1月、同じ足立区内で女性の首なし焼死体が発見された。現場近くから死体を運んだと思われる体液のついた布団が発見され、DNA 鑑定したところ。 Onuma Masako est née le 11 mars 1953 à Matsudo dans la préfecture de Chiba. Enfant du baby-boom et fille préférée de son père, amputé et grand invalide de guerre, elle partagera son enfance avec ses 2 sœurs et ses 3 frères dans cette grande banlieue de Tokyo en reconstruction qui bénéficiait pleinement des plans d'urbanisme du gouvernement. Petite déjà, elle vivra dans un bel appartement à l'occidental dans un immeuble moderne de 10 étages et sera choyée par une maman ouverte au monde de par ses origines coréennes et son attrait pour les choses de l'étranger. Masako marchera sur les traces de sa maman comme ses frères et sœurs et sera très influencée par les discours pacifistes et universalistes de son père, témoin et acteur de l'immense boucherie que fut la guerre du Pacifique.
Pensionné confortablement, le père vétéran pourra offrir une instruction correcte et des loisirs à ses enfants et Masako en profitera pleinement, montrant très tôt un grand intérêt pour la culture afro-américaine et la langue anglaise. Au collège, elle affirmera ses facilités et maîtrisera la langue des anciens envahisseurs devenus amis, faisant même des échanges avec un collège américain de Yokohama le temps d'un trimestre. En 1968, à l'âge de 15 ans, elle bravera les interdits et participera à des marches organisées par le Parti communiste japonais, mais aussi à des rassemblements antiracistes après les agressions de soldats et de touristes de couleur par des nationalistes japonais. Amatrice de soul et de rhythm and blues, elle se mettra très vite à fréquenter les premiers clubs afro de Tokyo en 1970, à l'âge de 17 ans. Tombera amoureuse d'un soldat afro-américain qu'elle fréquentera pendant une année avant son retour aux États-Unis. C'est cette même année qu'elle finira ses études au lycée et entrera à l'Institut de formation des maîtres pour devenir institutrice. Motivée par cette envie de transmettre ce nouveau vent de liberté et d'ouverture qui soufflait sur le Japon, elle se montrera une étudiante brillante et obtiendra son brevet d'enseignement en 1973. Très impliquée dans la vie locale, elle demandera une affectation dans son quartier de naissance et l'obtiendra, remplaçant une enseignante qui partait à la retraite. Elle deviendra institutrice à l'école primaire de Mabashi, dans le quartier de Matsudo, et y prendra un petit appartement pour être au plus près de son travail et de sa famille. À peine son poste pris, elle se lancera à corps perdu dans ce sacerdoce, et mettra un temps de côté sa vie privée, se concentrant sur ses élèves et son envie de transmission et d'instruction. D'une nature plutôt accorte, elle sera bien sûr l'objet de tous les désirs chez ses collègues et certains pairs, mais restera de marbre devant les avances. Libre et indépendante, elle continuera de fréquenter lors de son rare temps libre les clubs de Tokyo, écrivant même des paroles de chansons pour un groupe hommage à Jimi Hendrix, artiste dont elle était totalement folle. L'une de ses sœurs confiera qu'elle entretenait une relation amoureuse avec le guitariste de ce groupe, un afro-américain installé au Japon et patron d'une boutique de disques à Shinjuku. Mais elle gardait cette relation secrète, consciente qu'elle était, que la majorité des parents d'élèves n'étaient pas prêts à accepter cela, et pourraient même mettre sa carrière en danger. Pour tout un chacun, Onuma Masako était la petite institutrice célibataire. Début juin 1974, elle sera la cible de gestes obscènes de la part d'un individu qu'elle avait déjà vu traîner dans le quartier à de nombreuses reprises. Pas très impressionnée, elle le rembarrera fermement et n'en parlera qu'à une amie d'un air amusé. Quelques jours plus tard, l'homme, maigre, les cheveux en bataille et partiellement chauve, les yeux fous et des dents de castor reconnaissables entre mille, poussant un vieux vélo fatigué, la suivra et lui fera des avances répétées, essayant même de la coincer dans le hall de son immeuble. Cette fois, elle en parlera à la police de quartier qui lui confirmera que les énergumènes étaient surveillés de près et qu'ils allaient l'interpeller sans tarder pour lui dire la loi. Le 10 juillet, Masako avait organisé une petite fête dans son école et les parents avaient tous préparé des choses à manger et à boire pour clôturer cette année pleine de sport, de musique et de jeux. La journée se passa le mieux du monde et le soir venu, les institutrices et le directeur de l'école se réunirent dans un petit restaurant du quartier pour dîner ensemble et faire le bilan. Ils mangèrent et burent ensemble jusqu'à 22h30 et Masako prit congé, donnant rendez-vous à ses collègues le lendemain. Elle rentra à pied à son domicile situé à un quart d'heure de marche, longeant les terrains vagues et les chantiers de construction qui émaillaient le quartier. Elle arriva chez elle vers 22h45 et vers 23h20 prit un bain en écoutant de la musique, la fenêtre ouverte et fumant quelques cigarettes dans sa baignoire. La lumière à la fenêtre de son appartement, situé au 2e étage japonais, c'est-à-dire au premier en termes occidental, était visible de la rue, mais partiellement cachée par un arbre à la large ramure. Vers 23h45, alors qu'elle sortait de son bain, un homme sauta par la fenêtre, sans doute caché depuis un moment, et monté par les branches de l'arbre et bondit sur la malheureuse, la frappant violemment au visage. Elle poussa un cri que les voisins, ils le diront plus tard à la police, prirent comme faisant partie de la musique qui passait toujours sur sa chaîne stéréo.
L'homme l'attacha au tuyau de plomberie de la salle de bain avec des câbles de frein de vélo et la viola, lui faisant aussi subir les mêmes tortures génitales qu'aux victimes précédentes. À minuit, il l'étranglera à mort avec le même fil d'acier et vint s'asseoir près de son corps pour fumer les cigarettes de sa victime, plaçant les mégots en ligne sur le bord de la baignoire. Puis il l'arrosa d'essence et y mit le feu avant d'ouvrir le robinet de gaz de ville et de prendre la fuite. Fort heureusement pour l'enquête, la fenêtre ouverte empêcha la concentration de gaz et l'explosion de l'immeuble, et la fumée alerta les voisins qui appelèrent les pompiers. L'incendie fut maîtrisé et le corps de Honma Masako retrouvé, devant les similitudes avec les meurtres précédents. Ce fut la criminelle de la métropolitaine qui fut appelée, même si le meurtre avait eu lieu dans une autre préfecture. Là encore, du liquide séminal et du sang furent retrouvés sur les lieux et le groupe sanguin du tueur fut isolé encore une fois. O. Les enquêteurs interrogèrent les proches de la victime, famille, collègues de travail et voisins, mais aussi les policiers locaux qui évoquèrent encore ce rôdeur dont plusieurs femmes du quartier se plaignaient et qui était bien connu de la maison pour quelques actes répréhensibles. Le dossier alla rejoindre les autres, désormais empilés sur le bureau de la brigade criminelle de Tokyo, et un avis de recherche fut lancé pour tenter de retrouver celui qui apparaissait désormais comme le suspect principal. Shibata Honoka est né en février 1926, première année de l'ère Showa, près de Mongang, en Corée, d'un père ingénieur des chemins de fer parti installer les premières lignes modernes dans la colonie japonaise, et d'une mère au foyer aimante qui l'élèvera, elle et ses deux frères, comme des enfants gâtés, profitant des largesses accordées aux familles des colons. Elle grandira dans ce pays, retournant de temps en temps au Japon pour voir ses grands-parents à Yotsugi dans l'arrondissement de Katsushika à Tokyo. Scolarisée avec les enfants japonais de la colonie, elle suivra des études primaires, puis le collège, et apprendra la couture et la cuisine aux côtés de sa mère, la préparant à un mariage inéluctable avec un fils d'officier de la ville. Ses deux frères aînés, eux, étudièrent à l'académie militaire et à leur majorité intégrèrent la force d'occupation avant de partir pour le front mandchou et d'y mourir. Évacuée d'urgence avant l'arrivée de l'armée rouge avec sa mère, elle aura plus de chance que son père, capturé par les libérateurs russes et exécuté, comme beaucoup de Japonais à la libération du pays. Sa mère et elle s'installèrent dans l'immeuble familial de Tokyo avec les grands-parents et une tante, et en 1947, elle épousera le patron d'un restaurant de nouilles du quartier, ami de la famille, et s'installera avec lui. De cette union naîtront 4 enfants, un garçon et 3 filles qu'elle élèvera toute seule après la mort de son époux plus âgé qu'elle de 28 ans en 1955. Elle reprendra le restaurant qu'elle tiendra toute seule pendant un moment avant d'embaucher une amie à elle, Akari, ancienne de Corée elle aussi, et veuve d'officier qui avait connu ses frères. Les deux femmes portèrent l'établissement à bout de bras pendant les années 60 et en firent une maison renommée avant de la transférer dans la maison familiale dont Honoka hérita à la mort de sa mère. En 1971, son dernier enfant parti de la maison, elle fera des transformations et agrandira le commerce pour ouvrir une salle supplémentaire et embauchera des serveuses, se cantonnant à la cantine avec son amie Akari et aux relations publiques, domaine dans lequel elle excellait. Shibata Honoka était une quadragénaire tonique plutôt jolie, avec des traits juvéniles qui lui permettaient aisément de mentir sur son âge. Très populaire auprès des messieurs qui fréquentaient le restaurant, elle les conduira tous peu intéressés par une nouvelle aventure conjugale et trop impliqués dans son commerce et ses enfants, même partis vivre leur vie. Tous appréciaient sa gouaille et son franc-parler et bien sûr la nourriture qu'elle préparait. Cette survivante née connaîtra pourtant un destin tragique. Au printemps 1974, alors que Honoka était occupée à stabiliser le lancement du nouveau restaurant, un homme étrange commencera à venir s'asseoir chaque jour au comptoir et la fera demander, puis la fixant dans les yeux, lui proposera de l'épouser. D'abord amusée par ce petit bonhomme rabougri et sombre aux yeux morts d'amour, elle finira par se lasser et le mettra à la porte avec pertes et fracas.
L'homme, Tada Minoru, 38 ans, visiblement intolérant à la frustration, se mettra alors à la suivre dans la rue et à la menacer si elle n'acceptait pas un rendez-vous. Elle ira en parler à la police qui agrippera l'individu pour lui signifier son interdiction d'approcher la mère de famille et lui collera une amende conséquente. Peu impressionné par l'injonction, le bonhomme reviendra à la charge et l'agressera un soir de juin devant son domicile. Alors qu'elle fermait les volets roulants du magasin, l'homme lui sauta dessus par surprise et la poussa dans le bâtiment. Armé d'un couteau qu'il posa sur son cou, il l'embrassera de force et lui fera subir des attouchements, avant qu'elle n'arrive à se détacher de son étreinte, profitant de son excitation pour lui donner un coup de pied dans le tibia. Elle se mit à hurler et Akari arriva en courant avec un couteau de cuisine, faisant fuir l'agresseur à toutes jambes. Il sera rattrapé par la police après le signalement des deux femmes et écopera d'1 mois de prison en comparution immédiate. Peu de temps après cet incident, un autre homme se mit à rôder autour du restaurant, guettant Honaka lors de ses sorties et lui faisant des gestes obscènes. L'individu maigre, les yeux fous et des dents de castor proéminentes la suivra plusieurs soirs de suite, et elle le verra même essayer de grimper à un arbre en face de sa salle de bain pour avoir sans doute un meilleur point de vue sur sa baignoire. Elle le signalera à la police qui lui confirmera connaître le loustic et l'affaire s'arrêta là. Le 14 juillet 1974, la journée fut telle que toutes les autres au restaurant de nouilles et Honoka et Akari s'apprêtaient à fermer les volets après avoir pris congé de leur serveuse et refait la salle pour le lendemain. Alors que Akari ouvrait la porte pour agripper la poignée du lourd huis de métal, un homme se précipita sur elle avec un marteau et la frappa en pleine tête, ne lui laissant pas le temps de dire quoi que ce soit. La femme de 58 ans s'écroula au sol, le front maculé de rouge, et l'agresseur tira son corps à l'intérieur du restaurant, puis referma les volets roulants. Il ligota la malheureuse avec du ruban adhésif large et lui en colla un morceau sur la bouche, voyant sans doute qu'elle rouvrait les yeux. Il se glissa sans bruit vers la cuisine où Honoka préparait du thé avant de monter dans son appartement et, attrapant un rouleau de bois servant à la confection des nouilles, lui en asséna un violent coup derrière la tête avant de lui sauter dessus. Profitant de sa confusion et du choc brutal, il la bâillonna elle aussi et lui attacha les mains avec de l'adhésif. Il rassembla les deux femmes à l'arrière de la cuisine et les viola l'une après l'autre avant de leur planter un couteau de cuisine dans la poitrine et de s'acharner sur elles pendant de longues minutes. Puis il attrapa quelques bouteilles d'alcool fort derrière le bar et en arrosa le corps des deux femmes, il y mit le feu et quitta les lieux. Le panache de fumée qui sortait des fenêtres ouvertes de la cuisine alerta vite la population nocturne du quartier qui donna l'alerte et bientôt, les pompiers maîtrisèrent l'incendie et découvrirent les corps des deux femmes. Rattachant cette affaire aux précédentes, la police criminelle prit le dossier en main et retrouva bien vite Tada Minoru, qui fut arrêté et mis en examen pour le double meurtre. Il avoua le crime après 18 jours de garde à vue et d'interrogatoire poussé, durant lequel un médecin dut intervenir à 3 reprises pour le remettre sur pied. Uemura Aiko est né le 18 mars 1952 à Soka, dans la préfecture de Saitama. Dernière née d'une famille de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, elle passera son enfance dans l'une de ces cités d'urgence de Saitama, construite dans l'immédiate après-guerre et détruite petit à petit pendant les années 60. Son père et sa mère, gérants d'une petite boutique d'outillage, travailleront dur pour élever leur progéniture et Aiko connaîtra une petite enfance sans luxe, ni beaucoup de loisirs, mais au sein d'une famille unie et à l'abri du besoin. Timide, elle sera une élève sage et studieuse, ne laissant que peu de souvenirs à ses camarades de classe, si ce n'est celui d'une fille brillante qui se tenait à l'écart des groupes d'amis et filait chez elle une fois les cours terminés. Elle obtiendra son diplôme d'études secondaires brillamment et sera la première de la famille Uemura à poursuivre ses études. Ses parents et ses 2 frères aînés, qui travaillaient déjà, firent en sorte qu'elle puisse aller à la faculté de pharmacie de Tokyo, où elle passera un diplôme de préparatrice, les études de docteur en pharmacie étant trop onéreuses pour la modeste famille.
Là encore, elle se montrera brillante et appliquée, faisant regretter à ses professeurs de ne pas l'avoir continué son cursus plus avant. Peu intéressée par la vie nocturne des autres étudiants, elle travaillera d'arrache-pied, cumulant même un petit travail à mi-temps pour mettre de l'argent de côté en prévision de son installation. La seule chose qui l'intéressait en dehors de ses études, c'était la mode. Pas celle des grands couturiers, mais celle qu'elle voyait dans les magazines en vogue à l'époque et qu'elle pouvait s'offrir de temps en temps, sacrifiant un peu de son budget nourriture pour un chapeau ou un manteau dans l'air du temps. En 1973, elle passera son diplôme haut la main, sera embauchée dans une pharmacie de Soka, non loin de la maison familiale, et prendra un petit appartement, premier signe de sa réussite et de son indépendance. Travailleuse, sérieuse et acharnée, elle gagnera vite la confiance et le respect de ses employeurs et deviendra un élément essentiel de la boutique. Au début de l'année 1974, elle aura la clé de la pharmacie et sera celle qui ouvrira l'enseigne le matin et souvent qui la fermera le soir, seule dans toute l'équipe à être célibataire et sans enfant. Ses loisirs, elle les passait avec sa meilleure amie Chio, serveuse dans un café de son quartier, et toutes les deux écumaient les grands magasins chaque week-end, finissant souvent la journée dans l'appartement de Chio, plus grand, devant la télévision. Si son ami voyait un garçon de temps en temps, sorte de flirt qui tardait à devenir une histoire d'amour, Aiko elle ne manifesta jamais d'intérêt pour la jante masculine et confessa même souvent à son alter ego n'avoir jamais embrassé un garçon et n'avoir aucune intention de le faire. Dans les petits textes qu'elle écrivait à son ami ou dans son journal, elle parlait de son trop grand amour de la liberté et de sa peur de ces garçons bruyants et vulgaires qui la terrorisait quand elle était étudiante. Mais comme toutes les filles célibataires de son âge, elle se faisait souvent aborder, draguer plus ou moins subtilement et proposer toutes sortes de choses qu'elle refusait en riant, se demandant vraiment ce qu'il y avait de si urgent dans tout cela. Ses parents, inquiets pour sa sécurité et persuadés qu'une jeune et jolie fille qui vivait seule serait vite sujette à moqueries et à ragots, tentèrent de lui présenter ce qu'ils appelaient de bons partis, mais Aiko refusa et se fâcha même un peu. Le 1er juillet 1974, tout le quartier de Hikawa, à Soka, là où vivait et travaillait la jeune femme, était en émoi. Un homme s'était introduit nuitamment chez une jeune employée du supermarché d'à côté et avait abusé d'elle sous la contrainte avant de prendre la fuite par la fenêtre. La police courait partout à la recherche du suspect, un homme maigre et partiellement chauve, les cheveux restants ébouriffés, les yeux fous et des dents de castor. La jeune pharmacienne fut choquée par cette nouvelle et dès lors ne rentra plus chez elle qu'avec son ami, fermant tout à double tour et gardant la moindre fenêtre bouclée, même avec la chaleur de l'été japonais. Le 24 juillet, comme presque tous les jours, Aiko termina son travail à 21h et ferma la boutique avant de retrouver son ami et d'attendre la fin de son service en buvant du café. Chio termina vers 22h et les deux amis rentrèrent ensemble jusqu'à la porte de l'appartement avant de se dire au revoir et de se donner rendez-vous le lendemain matin pour aller ensemble au travail. Après ce rituel de le revoir du soir, le petit ami de la serveuse arrivait et la raccompagnait jusque devant sa porte. Il n'arrivait qu'après, car Aiko le trouvait idiot et préférait ne pas le rencontrer. Ce soir-là, elle mangea devant la télé et se fit couler un bain vers 23h30. Alors qu'elle se détendait dans l'eau chaude de sa baignoire, un homme fit irruption dans la salle de bain et lui asséna un violent coup de poing qui la sonna pour le compte. Elle se réveilla quelques minutes plus tard, nue, allongée sur son futon, les mains liées dans le dos par du câble de frein de vélo et les pieds écartés et attachés à ceux de la table basse qui avaient été poussés près de la couche. L'homme la viola de toutes les manières possibles et lui fit subir des tortures génitales et anales avec des ustensiles de cuisine, dont certains seront retrouvés plus tard dans la victime, puis à minuit, il lui plantera un couteau à poisson dans la gorge et l'étranglera avec le fil d'acier, fumant quelques cigarettes dont il disposa les mégots en ligne sur la table basse et arrosa le corps d'Aiko d'essence avant d'y mettre le feu et de quitter les lieux. La fumée donna l'alerte et les pompiers furent prévenus par les riverains. On trouvera le corps sans vie, partiellement carbonisé de la malheureuse et là encore, la criminelle fut appelée en renfort et prit le relais,
reliant ce meurtre ritualisé au précédent. Très vite, un appel à témoins fut lancé et l'on fit le lien avec l'agression de la jeune femme à son domicile quelques jours auparavant. Le suspect de cette agression, et dont le profil revenait souvent, avait d'ailleurs été aperçu par un employé de la ligne ferroviaire Tobui Sesaki à la gare de Soka le soir du meurtre d'Aiko. 自宅というのがこちらにあるんですが、小野容疑者現在は5歳の女の子の誘拐殺人未遂容疑などで逮捕されているんですが、この女の子に声をかけ連れ去った場所というのが Yoshioka Hinata est née le 11 juillet 1950 à Ayase dans la préfecture de Adachi, banlieue nord-est de Tokyo. Cadette d'une famille de 4 enfants, 3 filles et un garçon, d'un père policier et d'une mère ancienne institutrice, mais qui vouera sa vie à sa progéniture, leur consacrant toute son énergie jusqu'à son dernier souffle. Hinata, son frère et ses sœurs connaîtront une enfance heureuse et pleine d'amour, maman à la maison et papa, petit héros local qui arrêtait les voleurs et passait parfois dans le journal, faisant des enfants Yoshioka de petites célébrités dans leur école. Maman les aidera beaucoup dans leur parcours scolaire et fera que tous termineront leurs études secondaires et entameront un cycle supérieur. Hinata fera de la comptabilité, une de ses sœurs deviendra institutrice, l'autre assistante dentaire et son frère entrera dans la police. Tous resteront très unis, mus par cet esprit de clan que le père avait su insuffler dans son foyer, et lorsque Hinata obtiendra son premier emploi, elle fera en sorte de choisir un appartement proche de la maison familiale. Son frère et sa sœur en feront de même et s'installeront avec leurs conjoints respectifs non loin du nid originel de la famille Yoshioka. Son frère avait épousé l'une de ses amies et ils se voyaient souvent, aidant même la petite dernière à s'installer et à emménager. Si les 3 aînés avaient trouvé chaussures à leurs pieds, il en fut autrement pour Hinata. Romantique, rêveuse et d'un naturel plus solitaire que le reste de la famille, elle attendait le grand amour, mais avait placé son niveau d'exigence assez haut, consciente que son joli minois, sa taille de guêpe et ses manières délicates pourraient lui ouvrir le chemin vers le cœur d'un prince charmant. Alors elle collectionnait les revues de cinéma et celles qui parlaient des chanteurs et des stars du moment, punaisant la photo des plus beaux d'entre eux sur son mur et se voyant déjà à leurs bras, tout de blanc vêtus. Très soucieuse de son apparence, elle consacrera une grosse partie de son salaire à prendre soin d'elle et à fréquenter les bars des hôtels de luxe de Tokyo, espérant y rencontrer un bel acteur esseulé comme on le voit parfois dans les comédies romantiques. Mais pour elle, comme pour les autres, les propositions pas vraiment romantiques, elles ne venaient jamais de beaux ténébreux en couverture des magazines, mais plutôt des experts comptables salaces et très mariés de son service ou de jeunes ouvriers du bâtiment devant lesquels elle passait en rentrant à la maison. Un jeune comptable de son service, plutôt beau garçon, mais terriblement ordinaire à ses yeux, lui faisait bien montre de son affection et de son désir de l'emmener dîner, mais pendant des mois, elle l'ignorera et le mènera en bateau, perdu dans ses rêves de gloire. En 1972, à l'âge de 22 ans, elle s'inscrira dans une école d'acting dont elle suivait les cours le week-end et paiera une fortune pour se constituer un bouc afin de démarcher aussi les agences de mannequins. En oubliant les propositions fantaisistes de pervers, elle ne réussira à poser que pour une campagne locale de promotion du sport, et l'on verra sa photo en short et visière dans tout l'arrondissement. Les pénibles de son service punaiseront l'affichette dans tout l'immeuble et derrière leur bureau, et Hinata sera plus que jamais l'objet de tous les désirs. Un homme qui avait reconnu la fille de l'affiche, comme il dira, commencera à la suivre et à lui faire des gestes obscènes, la poursuivant jusque devant son appartement. Elle alertera la police et donnera son signalement, maigre, les yeux fous et des dents de castor reconnaissables entre mille. Début juillet 1973, quelques jours après son signalement, l'homme s'introduisit chez elle par la fenêtre ouverte de la salle de bain et lui dérobera des sous-vêtements avant de se masturber en la regardant dormir. Elle sera réveillée par les gémissements de l'individu et le fera fuir en hurlant au secours. Elle portera plainte pour violation de domicile, n'osant pas dire ce qu'il avait fait en plus, et l'homme sera interpellé et condamné à 1 mois de prison.
Comme beaucoup, elle s'inventera un petit ami imaginaire pour avoir un peu la paix, et le jeune comptable en sera catastrophé, démissionnant même de son poste pour ne plus avoir à croiser la femme de ses rêves. À la fin de l'année 1973, le directeur d'une agence de casting, Miura Goro, 68 ans, la remarqua et vit sans doute qu'elle essayait par tous les moyens de percer et d'obtenir n'importe quel travail avec de la visibilité. Prédateur bien connu dans le milieu, il l'invita à dîner dans un restaurant de luxe de la capitale et en fin de soirée, après lui avoir promis les meilleurs castings et les projets les plus prestigieux, lui proposa de l'accompagner dans sa chambre d'hôtel. Elle refusa, mais l'homme insista en lui expliquant que c'était une étape obligatoire pour réussir dans ce milieu. En route vers l'hôtel de Miura, dans sa limousine, l'homme commença à entreprendre la jeune femme qui ne se laissa pas faire et griffa le vieux pervers lorsque ce dernier mit la main sous sa jupe. Elle se fera gifler et mettre à la porte de la voiture, rentrant en métro et traumatisée chez elle. En janvier 1974, elle fut évincée de son agent sur ordre de Miura qui n'avait pas apprécié son refus et ne reçut aucune proposition. Dépitée, elle se concentrera sur son travail et mettra ses rêves entre parenthèses. Peu intéressée par les garçons de son entourage, elle deviendra distante et froide et se réfugiera dans son monde de paillettes. En juin 1974, un homme étrange qu'elle connaissait bien revint à la charge et recommença à la suivre, se postant devant la fenêtre de sa salle de bain lorsqu'elle rentrait chez elle. Elle en parla à son frère qui vint installer un store à sa fenêtre et effrayait l'homme en lui demandant de partir à plusieurs reprises. Le 6 août 1974, Hinata termina son travail vers 20h30 comme d'habitude. Elle passa chez son frère et sa belle-sœur et y resta pour dîner, puis, vers 23h, rentra chez elle en voiture conduite par son frère. Elle baissa le store de sa fenêtre de salle de bain et, comme chaque jour, se glissa dans sa baignoire. Elle sortit de sa salle de bain vers 23h45 et, en ouvrant la porte, reçut un violent coup à la tête. Elle se réveillera quelques minutes plus tard à cause de la douleur du viol qu'elle était en train de subir. Attachée au menton de son lit avec des câbles de frein de vélo, l'homme abusera d'elle à plusieurs reprises et de toutes les façons avant de la poignarder dans le visage et le cou et de l'étrangler grâce à un lien d'acier, à minuit. Puis il se tiendra assis sur le lit en fumant des cigarettes, versera un flacon d'essence à briquet sur le corps de sa victime et y mettra le feu avant de quitter les lieux. Les pompiers seront appelés par des voisins quelques minutes après le début de l'incendie et réussiront à le maîtriser avant qu'il ne gagne tout l'immeuble. Du liquide séminal sera retrouvé sur la victime et du sang sur les câbles effilés qui avaient servi à l'attacher. Une fois encore, le groupe sanguin O sera isolé. On reparlera vite chez les enquêteurs de l'incident arrivé au domicile de la victime l'année précédente et le nom d'un suspect bien connu des services revint une fois de plus. Le dossier fut confié à la brigade criminelle de la police métropolitaine de Tokyo, déjà en charge de la série d'enquêtes sur ce qui était désormais considéré comme des crimes sériels, et les recherches pour débusquer le pervers omniprésent dans les témoignages s'intensifièrent. いいおじさんかなと2回ぐらいだけど思ってたのよ。だから今回のことでたんまげちゃって私。Amari Erika est née le 8 janvier 1953 à Ashiki, préfecture de Saitama, dans la grande banlieue de Tokyo. Fille unique de parents ouvriers, elle passera une petite enfance chiche mais heureuse dans l'une des cités d'urgence de Saitama, profitant dès 1960 des grandes barres d'immeubles modernes construites pour y héberger les familles des employés des nombreuses usines de la région. Comme beaucoup de parents de l'après-guerre, le couple Amari entendait bien avoir plusieurs enfants. Le baby-boom avait fait monter la moyenne à 4 enfants par femme, mais la mère avait connu un accouchement difficile et avait dû subir une intervention qui l'avait rendue stérile. Alors Rika fut choyée comme un trésor et noyée sous l'amour faute de l'être sous l'argent. Comme beaucoup d'ouvriers, le couple Amari souhaitait que leur fille reçoive une bonne instruction et obtienne un travail de bureau, si possible dans l'administration, pour ne pas vivre une vie de labeur et de semi-misère comme la leur. Alors ils offrirent un bon lycée à leur fille, se saignant aux 80, mais comme celle-ci ne se montrait pas très douée pour les études, malgré des cours du soir trop onéreux,
ils finirent par l'inscrire dans une école de sténodactylo dont elle sortira avec son diplôme en poche et firent jouer une petite relation au sein du syndicat de papa pour faire entrer Rika à la mairie de Shiki. À 19 ans, son contrat en poche, elle entra comme secrétaire de mairie dans sa ville natale et put ainsi mettre du beurre dans les épinards de la famille grâce à son bon salaire de fonctionnaire. En 1973, peu avant ses 20 ans, son père, à la santé dégradée par son travail à l'usine et une blessure de guerre, mourut, laissant sa mère dévastée et inconsolable. La mère et la fille quittèrent l'appartement familial et prirent un appartement plus petit et plus proche de la mairie dans le quartier de Saiwaikyo. Madame Amari trouva un emploi dans un supermarché du quartier et quitta son travail à l'usine de conserve et les deux femmes s'organisèrent, reprenant une routine nouvelle pour oublier la terrible perte qu'elles venaient de vivre. À 20 ans, contrairement à beaucoup de filles de son âge, Amari Rika ne rêvait ni du prince charmant, ni même d'un simple petit ami, et encore moins d'un mari. Malgré les injonctions de sa mère, à qui elle répondait toujours qu'elle commencerait à chercher bientôt, la jeune femme se souciait des garçons comme d'une guigne et préférait sortir avec sa mère pour aller boire un café dans leur endroit préféré, ou aller seule ou avec sa meilleure amie dans les parcs d'attractions qui fleurissaient dans tout le pays. Sa vie s'organisait autour de ça et elle attendait une meilleure place à la mairie, sans doute un poste de secrétaire auprès du maire, qui leur aurait permis à sa mère et à elle de prendre une petite maison en location et de changer d'air pour un quartier plus agréable. Petite au charme discret mais sûr, coquette mais sans éclat de style, Rika était très appréciée de ses collègues masculins et même de monsieur le maire, qui faisait son possible pour accélérer sa mutation dans son service afin de profiter de sa jolie présence chaque jour. Quelques employés municipaux tentèrent leur chance, en vain, mais elle avoua à sa meilleure amie que le balai des coqs pour gagner son cœur, même si certains ne visaient sans doute pas si haut, l'amusait beaucoup et qu'elle allait en profiter pour se faire inviter dans ses restaurants préférés avant de penser plus sérieusement à prendre mari ou du moins à fréquenter. Alors elle accepta plus d'invitations et dîna gratuitement pendant des semaines, se faisant même offrir un petit cadeau de temps à autre, mais refusant systématiquement un deuxième rendez-vous, rentrant seule en prenant un taxi. En juin 1974, elle sortit au restaurant avec un jeune architecte du bureau d'études de la mairie qui l'invitait depuis des semaines et lui avait même rédigé quelques poèmes illustrés qu'elle aimait bien. Ils allèrent dîner une fois comme à son habitude, mais curieusement, elle accepta un deuxième rendez-vous ayant apprécié la compagnie de ce jeune homme du même âge qu'elle. Ils se virent ainsi la semaine d'après, toujours au restaurant, et la jeune femme accepta un troisième rendez-vous. Elle dut interrompre ce qui commençait à ressembler à un petit flirt pour suivre une formation d'1 mois à Osaka. Mais dès son retour, début août 1974, les deux jeunes gens se virent à nouveau et passèrent un après-midi au parc avant d'aller dîner dans un restaurant européen assez chic. Le soir, elle racontera à sa meilleure amie et à sa mère qu'elle avait accepté qu'il lui prenne la main et qu'elle réfléchissait à l'idée de l'embrasser lors d'un prochain rendez-vous. Le 9 août, l'avant-veille de son prochain dîner romantique, Rika termina un peu plus tard qu'à son habitude et quitta son poste à 20h45. Elle prit le chemin du retour, s'arrêtant dans une boulangerie pour y acheter son petit déjeuner du lendemain et une douceur pour sa mère qui finissait son travail à 1h du matin chaque jour. Elle arriva devant chez elle à 21h50 et salua le planton du petit poste de police du coin de la rue, un ancien prétendant, puis monta. Elle dîna, puis regarda la télévision avant d'aller prendre son bain vers 23h. Comme elle le faisait chaque jour, elle se fera du thé dans sa cuisine avant d'aller regarder une dernière émission de télé, d'aller se coucher. Vers 23h30, alors qu'elle regardait son programme, elle entendit du bruit dans la salle de bain et alla voir ce qui s'y passait. À peine rentré dans la pièce, un homme surgit de nulle part et lui mit la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Il lui tapera le front contre la paroi en carrelage, l'assommant à moitié avant de lui mettre un corsage attrapé dans la panière de linge sale dans la bouche en guise de bâillon. Il lui attachera les mains dans le dos avec des câbles de frein de vélo usagés et la traînera vers la chambre. Il la violera à plusieurs reprises, là encore, et de toutes les manières, lui faisant subir des tortures génitales et anales avec des objets ramassés dans la cuisine.
À minuit, il lui plantera un couteau de cuisine dans la poitrine et l'étranglera avec un fil d'acier. Il regardera la dépouille de la jeune femme pendant un long moment, en fumant des cigarettes, puis il arrosera le corps de sa victime d'essence à briquet, jettera le bidon en métal vide et allumera. Puis il défera la chaînette de la porte, ouvrira et partira. Une fois de plus, les pompiers trouveront le corps après avoir éteint l'incendie signalé par les voisins et la brigade criminelle de la métropolitaine sera appelée lors de la découverte des liens d'acier autour des poignets. Le service d'identification, ancêtre de la scientifique, relèvera des traces de liquide séminal sur la victime, du sang sur plusieurs mégots de cigarettes et un mouchoir d'homme près de l'entrée. Le dossier rejoindra les précédents et la brigade mettra les bouchées doubles pour tenter d'endiguer cette vague de meurtres en série qui terrorisait les femmes du Grand Tokyo.